quel accueil. Ça fait quelques années que j'ai le privilège de collaborer avec le Centre Africa, qui est des plus chaleureux. Transdisciplinaire, dirais-je, axé sur la condition humaine, comme dirait André Malraux dans cet essai de 1933, incontournable, la condition humaine. Et c'est grâce au Centre Africa et son personnel, comme Mademoiselle Rita Toutan, qui est devant nous, qu'on a cette occasion exceptionnelle. Donc, je me permets de présenter les gens de cette table ronde. D'abord, l'artiste photographe Claude Gauthier. Bonsoir. Ensuite, l'anthropologue. Oui, l'anthropologue et plus. Chez le professeur Gilles Bibot, l'imaginaire est tout grand. Un bourlingueur, comme dirait Blaise Sandra, qui a fait les 4 coins du monde et qui en réunit les dénominateurs communs de la condition humaine, et M. Guy Moucha, qui, lui, a initié, en quelque sorte, la collaboration avec l'artiste photographe Claude Gauthier sous les masques qu'on va voir dans la présentation. Je tiens à vous dire que les membres de cette table ronde donnent leur permission, en quelque sorte, une carte blanche à photographier, à filmer. Moi, en tant que celui qui a créé, il y a 41 ans maintenant, l'approche dialogique aux arts et à l'éducation que j'appelle dialogique. Je tiens à vous dire que le principe opérateur de cet événement est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Alors, tout au long de cet événement, on vous invite à poser des questions. Alors, d'abord et avant tout, on invite l'artiste photographe Claude Gauthier à présenter son art. Bon, merci beaucoup, professeur Cornette. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir et de pouvoir faire un peu la genèse d'un projet qui a une durée dans le temps d'environ 15 ans. Donc, on a beaucoup à dire, à partager ce soir avec mes 2 collègues qui sont avec moi. Sur un projet qu'on a appelé le corps en rituel, ou l'exposition qui va en suivre, qui s'appelle Rituels et avatars africains. Ce projet-là émerge d'une démarche qu'on a développée en l'été 2010 et qu'on avait nommé « Porteur de masques ». Alors, Porteur de masques est une grande collection photographique de plusieurs milliers de clichés qui ont été faits entre le mois de juillet 2010 jusqu'en décembre 2010 dans mes studios photographiques à partir d'œuvres que Guy Moucha avait dans sa galerie d'art en termes d'artefacts africains. Masques, étoffes, différentes sculptures, toute une panoplie de matériel
qu'on a transporté dans mon studio et pendant 6 mois, à travers un réseau de modèles que je connaissais, parce qu'à l'époque, je travaillais dans le domaine du casting. Alors, je rencontrais à chaque année plusieurs centaines de modèles avec qui on faisait des portfolios et que je connaissais. Et j'avais, à travers cette connaissance-là, beaucoup de Noirs que j'ai invités à participer au projet et qui se sont impliqués dans ce projet-là. Alors, Guy avait en place déjà, avec sa grande collection de masques, déjà l'idée de donner vie à ces masques-là, de les rendre vivants, de leur donner une signification qui allait permettre de les mettre en valeur. Et moi, quand j'ai vu la richesse de cette collection-là, d'une qualité extraordinaire, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant, motivant. Et à chaque fois que j'ai invité un de mes modèles avec qui j'avais déjà travaillé dans un concept, le mode normal du casting, qui est souvent relié à la mode ou aux arts, bien, ces gens-là ont tous embarqué avec beaucoup d'enthousiasme. Et eux ont fait, je pourrais dire, la richesse de ce projet-là, c'est d'avoir pris sur une base personnelle l'idée de porter un masque, de lui donner vie, de le rendre vivant devant la caméra. À partir du moment où on avait en place ce projet-là, Guy a d'abord présenté cette collection de porteurs de masques au Théâtre Centaure. Dans le grand hall d'entrée. Alors, pendant 2 mois, la collection des porteurs de masques a été présentée. Et suite à cette exposition-là, il a réussi également à les faire rentrer dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montréal en 2013, en février 2013, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, on a eu une belle plateforme à ces 2 endroits-là qui a donné vraiment une vie au masque, une belle présence, et puis qui a été là, les premières étapes là, de mise en valeur de ces masques-là. En 2025, en discutant avec le professeur Norman Cornett, lui a suggéré l'idée de redonner une opportunité d'exposer ces masques-là. Et on a bâti ensemble l'idée de reprendre certains des masques et de les présenter dans le contexte d'une galerie d'art, qui est dans ce cas-ci la galerie Éclat Art contemporain, et d'en faire une nouvelle interprétation qu'on a appelée Rituel et Avatar africain. Alors, cette exposition-là commence samedi prochain, le 14, jusqu'au 27. Et encore une fois, on a choisi ces dates-là parce qu'on coexiste à l'intérieur du mois de l'histoire des Noirs, qui est un volet important là, en termes de sensibilisation. Et le 19 février, on a le vernissage officiel avec 2 présidents d'honneur, France Voltaire et Nigel Thomas, qui vont être présents comme présidents d'honneur. Et c'est une nouvelle interprétation parce que le professeur Cornett a également invité un artiste peintre qui est Julien Lumbada Kandolo, qui a été invité à présenter en termes de dialogue certaines de ses peintures en relation avec les photographies des porteurs de masques. Alors, c'est un volet, si on veut, photographique et peinture en même temps qui coexistent, et ce qui donne cette orientation-là. On a également profité du moment pour produire un guide environ d'une 30aine de pages qu'on a appelé « Le corps en rituel ». D'ailleurs, si vous voyez en couverture ici un dessin, c'est un dessin fait par Daniela Musset, qui apparaît à travers le guide à plusieurs endroits, qui est juste devant nous ce soir d'ailleurs. Merci Daniel d'être ici ce soir. Alors ce guide-là est offert en vente et à la fin de la rencontre, si vous désirez acheter une copie, vous passez nous voir. Je vais faire un rappel encore à la fin. Et
cette conférence-là, cette présentation-là, elle est faite en collaboration avec Guy Moucha-Galoussa, qui est le directeur de l'Afro-Musée et l'instigateur original de la mise en place de la collection Porteurs de masques, et également avec la participation de Gilles Bibeau, un anthropologue connu, qui s'est transformé en poète devant ces pièces-là et qui a, à travers le contenu de l'opuscule, offert une interprétation artistique de la beauté de ces masques-là, de leur signification, de la façon dont on peut les interpréter. Alors, avant de commencer, je vais faire référence à l'introduction, en réalité, du corpus de l'opuscule. Monsieur Gauthier, d'abord, je me permets de vous dire, à la fin de ce dialogue, vous pourriez procurer la publication et Claude Gauthier, Daniela Mousset se feront un plaisir de vous en faire la dédicace. De plus, je tiens à vous dire, tout au long de cet événement, puisque le principe opérateur est celui-ci, qu'il n'y a qu'une mauvaise question. Celle qu'on ne pose pas. On vous invite à poser des questions de sorte que ça devient dialogique, voire interactif. Il suffit de lever votre main. Alors, allez-y, Claude Gauthier. D'accord. Alors, vous avez à l'écran un poème ici qui a été écrit par l'anthropologue Gilles Bibeau en réponse à notre demande de contribuer à l'opuscule qu'on a ici. Et Gilles s'est transformé en poète. Et là, je vais sortir ma plus belle voix, puis je vais vous lire en son nom le texte d'introduction qui a été produit. Et là, vous allez sentir vraiment comment le scientifique devient poète à travers les énoncés qui sont là. Alors là, voici ma plus belle voix qui s'en vient. Autour du masque endormi flotte une force qui traverse l'espace. Celui d'ici et celui de là-bas, dans le pays où un artiste a créé le masque et qui l'a fait reculer, et qui a fait reculer le temps en remontant jusqu'à l'époque d'avant le départ vers l'ailleurs. Dans cet autre lieu et dans ce temps ancien, des esprits se sont embarqués sur les masques et ont voyagé jusque dans les lointains pays de l'exil. La puissance incrustée dans le masque est toujours là, quelle que soit la terre où il aborde. Et ça donne le ton de cette exposition-là, ça donne la clé, si on veut, pour comprendre qu'est-ce que le masque veut dire lorsqu'un porteur le prend. Un porteur ici, au Canada, à Montréal, prend le masque et lui donne vie. Bien, c'est l'esprit qui est derrière ça. C'est qu'on se reconnecte à une culture, on fait un lien direct entre l'importance du masque dans la culture africaine. Ici, il devient un artefact d'art, mais là-bas, c'est le quotidien de la vie que d'utiliser les masques. Alors, c'est notre point d'entrée dans la discussion qu'on a ce soir. Alors, la poésie, les émotions, c'est ce qui nous amène comme une forme de langage qui est relié à la création contemporaine. Brièvement, je vais vous dire un peu comment, personnellement, je me positionne à travers cette grande démarche de donner vie au masque. Alors, pour moi, à titre de photographe, ça m'a donné accès à des objets d'une grande beauté et d'une charge symbolique. Et ça, je l'ai senti pendant les 6 mois où les masques habitaient mon studio. Je sentais que j'avais autour de moi une collection exceptionnelle et je ne cessais de m'émerveiller dans la diversité des expressions, des styles, la façon dont le masque se présentait à moi et chacun devenait comme une personne unique. Ça a été pour moi l'occasion de créer une collection photographique unique
le masque n'était pas un accessoire, il est devenu actif, il est devenu un acteur direct. Et les séances photographiques sont devenues un peu des expériences rituelles, parce que les modèles se sont accaparés, si on veut, ce masque-là, ils lui ont donné vie avec une intensité énorme. Et c'est un petit peu de cette façon-là que j'ai pu donner vie, capter le processus là, de création qui était derrière le masque. Je vais brièvement, pour introduire Guy, parler en son nom et plus tard, il aura l'occasion de s'exprimer lui-même. Mais Guy, à titre de collectionneur d'art, au Canada, collectionner l'art africain, c'est une manière originale et respectueuse de mettre en valeur des collections exceptionnelles. De le sortir de son mode statique pour lui donner une vie, pour lui donner une dynamique qui lui est propre. Pour Guy, je sais que c'est un outil pédagogique qui favorise la transmission. Parce qu'on rejoint la diaspora, peut-être qui n'ont jamais eu un accès direct à ces objets-là. Et on met en dialogue entre tradition, création contemporaine, et tout ça nous amène à communiquer la valeur du masque. Oui. Sonia. Guy, je vais dire, Guy, est-ce que vous êtes un messager? Je dirais que oui. D'accord. Je suis un messager malgré moi. Oui, je suis un messager et ces objets, cette collection que j'ai apportée ici au Québec, à travers des projets comme celui-ci, c'est comme d'autres aussi, c'est une façon d'offrir ce qu'il y a de meilleur chez nous. Au moment où on est en train de fustiger les immigrants, quand ça va mal, c'est la faute des immigrants. Quand le taux de chômage augmente, c'est la faute des immigrants. Quand c'est ci, c'est la faute des immigrants. Mais nous qui sommes nés ailleurs et qui sont venus ici, on n'est pas venus ni les mains vides, ni le cerveau vide, ni le cœur vide. Et des projets comme celui de porteur de masques, et d'ailleurs je vais insister beaucoup pour qu'on garde ce nom-là, parce que ça se perd un peu, porteur de masques, corps à rituel, etc., qu'on garde le même nom, parce que c'est quand même une œuvre qui a été conçue dans une optique très particulière qui est des transmissions. Donc, changer le nom de parce que ça devient une personne à part entière, changer le nom de la personne au cours de sa vie, ça pourrait juste mélanger un peu des gens. Oui, donc je suis un messager et je tiens à ce que ce message soit transmis avec toute sa force et toute son authenticité aussi. Et tout ça a un lien avec à la fois mon histoire personnelle, mais l'histoire de nos communautés aussi, qui ont grandi dans la colonisation, où il y avait une forme de domination et de complexe de supériorité du colonisateur, parce que c'était lui le bien-pensant. Alors nous, moi, en tant que messager, je me sens la responsabilité à ma façon évidemment, avec les moyens que j'ai, de contrecarrer justement cet esprit qui vit encore jusqu'à aujourd'hui, où on dépossède les colonisés de ce qu'ils ont. Le Canada est un très très bon exemple. On a pris les terres, les gens qui étaient là, on les a organisés, on les a mis dans les réserves. Donc c'est dans cette démarche qui est là. Donc je ne suis pas ici pour nécessairement faire la confrontation. Ça a toujours été une démarche pédagogique. Le fait que je collectionne, j'ai déjà été marchand aussi d'ailleurs dans le temps, mais j'ai à la fin de la vie, je ne suis pas encore à la fin de ma vie, mais depuis un certain nombre d'années, je me suis dit, les meilleurs de ma collection, on va les garder, c'est pour ça qu'on a créé le musée, qu'on va les garder justement pour la fonction de message, donc fonction de messager. Donc, pour faire une histoire courte, oui, je me considère comme étant un messager. Merci pour la question. J'aurais juste une deuxième question, après ça, si c'est possible, pour entamer
dans la même direction et ça s'adresse à le professeur Bigot et aussi à monsieur Claude Gauthier. Alors, est-ce que le pays dont les masques sont faits est un univers pour vous ou est devenu un univers pour vous? Si le pays ou des mains qui ont façonné les masques, Oui. ben moi, ça leur a rajouté une dimension extraordinaire. Le masque dans son ensemble, je me suis intéressé aux masques asiatiques. L'automne dernier, j'étais à Vancouver, il y avait une exposition au Musée des Beaux-Arts des masques, des masques amérindiens. J'ai vu là une grande richesse d'expression que j'ai documentée encore. Mais je veux dire que les masques africains ont été, pour moi, une porte qui s'est ouverte vers une forme d'expression, vers une forme d'art qui est un art vécu. C'est pas un art qu'on met sur les murs et puis qu'on admire. On vit avec les masques et à ce jour, les Africains continuent de le faire. Et ça m'a sensibilisé à ce volet-là, bien sûr. Ça, c'est très important, Claude Gauthier. Un art vécu qui nous renvoie à tout le concept d'Erlebnis. La connaissance vécue. Est-ce que je crois comprendre alors que pour vous, ces masques représentent autant de connaissances vécues? Moi, dans mon apprentissage, le masque est devenu une personne, il est devenu une personnalité. Et puis, dans les photos qui en ont résulté, je les regarde encore aujourd'hui, puis je vois une personnalité, je vois que le masque et le porteur travaillent ensemble pour communiquer le même message. Alors, je leur ai donné une valeur d'un être vivant. C'est un petit peu comme ça que j'ai évolué avec cette collection-là. Et quand on parle d'un être vivant, dans votre présentation, Claude Gauthier, d'emblée, je pensais au concept de l'animus, qui est très fort en psychiatrie, et j'ai cru comprendre que le masque donne vie. Et j'invite le professeur Bigot à enchaîner un petit peu là-dessus. Voilà. Mais alors, le masque, au village, le soir, quand on dit que les masques vont danser, c'est pas des danseurs, c'est les masques eux-mêmes qui dansent. Et les masques sont prisonniers à la fois au niveau de l'exécution, au niveau de l'utilisation, au niveau de leur caractère plus ou moins sacré ou séculier, je dirais, d'une société bien particulière et souvent une chefferie au sein d'une société. Avec la modernisation, et vous savez comment l'Afrique, et c'est ça qui est absolument fascinant en Afrique, l'Afrique, après avoir subi une très forte colonisation, des processus d'occidentalisation très très puissants, a été capable de christianisation, d'islamisation, etc. Donc a été capable d'intégrer et de survivre, et de faire survivre en transformant sa propre tradition, en la métissant. Et c'est pour ça que lorsqu'aussi, on peut dire que des Africains partent même du village, ils s'adaptent très très vite à d'autres sociétés. Ils ont cette espèce d'apprentissage de redonner un sens à certains aspects de la tradition. Ça, c'est extrêmement important. Mais quand je dis ce sont les masques qui dansent, les masques qui dansent, et on se préoccupe assez peu de savoir qui est derrière. Dans ce cas-ci, lorsqu'ils sont retransposés ici, le porteur va avoir beaucoup d'importance. Parce que le porteur n'est pas nécessairement de la même culture que le masque. Il y a un écart qui est précisément l'écart que lui-même, comme porteur, a vécu. Dans ce poème qui a été lu tantôt, qui n'est pas un poème comme tel, mais j'ai écrit ça
spontanément, c'est au bout du voyage, le masque exilé. Et la question que je me suis posée, c'est de savoir si le caractère sacré, si l'énergie intérieure au masque, j'en parlerai un petit peu plus tard s'il y a des questions, qu'est-ce que c'est cette énergie interne au masque? Est-ce qu'il y a eu pendant ce voyage une dévitalisation, une désacralisation, à cause, et c'est tout à fait normal, des circuits commerciaux dans lesquels il entre, les transplantations, etc., qui amènent incontestablement une nouveauté. Et le porteur de masque est ce migrant, de sorte, qui est obligé de faire sens d'un passé et d'un présent. Il est lui-même dans la position donc du voyage et il y a des défis absolument incroyables. Alors que va signifier sur le plan psychologique pour ce porteur de masque ici lorsqu'on lui demande de le porter et de redonner vie peut-être et redonner énergie à ce masque? Alors nous allons en reparler un peu plus en détail. Personnellement, bon, j'ai passé une douzaine d'années de ma vie en Afrique de manière continue et ensuite pendant plus de 50 ans, 55 ans, il n'y a pas une année où je ne suis pas retourné, mais dans différentes régions. Et toutes les régions n'ont pas la même, je dirais, dramatisation, théâtralisation de la vie villageoise. Alors les masques, c'est un théâtre. C'est un théâtre. Et ce que Claude a été capable de reconstituer dans son studio, et d'ailleurs j'ai appelé ça un espace presque de spiritualisation, c'est de redonner en quelque sorte à des humains une force spirituelle, à la matière qui était là devant eux. Moi j'ai toujours pensé que, vous savez, ce qu'on appelle les fétiches, ce qu'on appelle les objets magiques, ce qu'on peut appeler aussi les masques qui interviennent dans les rituels, ce sont les humains qui, en honorant les esprits, en dansant pour les esprits, en chantant pour les esprits, font en sorte que les esprits descendent et viennent et habitent véritablement dans les masques. Or, lorsqu'un masque est désacralisé, et comme on dira d'une église qui est abandonnée et qu'on procède à une désacralisation, il peut y avoir un processus de désacralisation et de resacralisation qui va se produire. Et si j'ai accepté de participer à toute cette entreprise, c'est d'une part pour l'esthétique, parce que les photos sont absolument extraordinaires de ces porteuses et de ces porteurs de masques. Et la collection de Guy est aussi très impressionnante et elle couvre, c'est pas seulement le Congo, ça couvre l'ensemble de l'Afrique, c'est absolument magnifique. Mais c'est parce que ça posait une question absolument fondamentale sur la capacité de maintenir une certaine spiritualité, une certaine sacralité dans des sociétés qui se sont complètement désacralisées. Et de ce point de vue-là, le travail du porteur, va être sa vie qui va passer. Et je termine par une petite note. Et comment les forces, je dirais, mon expérience de vivre pendant des années dans des villages comme un villageois, hein, se levant bien avant le soleil, allant à la chasse avec les hommes et apprenant à devenir un d'entre eux tout en sachant qu'on ne sera jamais comme eux et en apprenant la langue et pénétrant leur société, leur vie. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans la vie de tous les jours, hein, il y a comme une épaisseur, une telle porosité avec le monde spirituel, même quand on est à la chasse dans la forêt, avec les esprits, etc.,
Et la tendance à matérialiser ça à travers la pierre, à travers le bois, à travers des minéraux, et ça va prendre des formes. Et c'est exactement ce qui s'est reproduit comme processus dans ton studio. Et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette entreprise que je trouve extrêmement, extrêmement belle. Mais moi, j'ai préparé un petit texte aussi, je voudrais dire, tantôt, quelques mots. Mais j'aime bien... Norman, on se connaît, et sa méthode pédagogique que j'admire beaucoup, depuis maintenant 20 ans, 25 ans. Au moins. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, c'est ça. Ouais. Alors, on dit de la discussion jaillit la lumière. Eh bien, là, on parle de la théorie, mais ce qui m'intrigue dans le cas de Guy Mushagalusha, c'est être collectionneur, c'est du concret. Collectionner de l'art, c'est une épée à deux tranchants. C'est un investissement pratico-pratique sans connaître l'issue. Vous pourriez nous en parler davantage. Oui, merci Normand. Pour répondre à cette question, je vais peut-être passer à quelque chose aussi de pratico-pratique. Que Claude a parlé de son processus de création. Moi, je vais parler peut-être aussi du concept même du projet Le Porteur de Masque. Là, on va plus parler, disons, de la propriété intellectuelle de ce projet. Parce que Le Porteur de Masque, j'ai eu vraiment le privilège de connaître Claude et qu'il est devenu mon ami avec le temps. Mais Le Porteur de Masque, c'était un projet qui était de mon initiative et de ma collection. C'est-à-dire Le Porteur de Masque, c'était l'idée originale, la conception, la collection et la mise en œuvre de tout ça. C'est ça le Québec d'aujourd'hui, en fait. La mise en œuvre de tout ça, c'est Claude qui l'a vraiment fait avec tout un brio. Donc, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est très, très important que ça soit dit et souligné. Parce que des fois, ça peut créer une certaine ambiguïté dans certaines publications. C'est sûr que la photographie, elle est numéro 1, mais les concepts, et c'est ça, c'était l'offrande, je peux dire, de toutes ces communautés que je peux dire, que j'ai essayé de représenter à partir de ma collection et l'offrir, disons, aux Québécois, aux Canadiens, à travers cette belle collaboration. Et ce qui m'a rendu très, très, très fier, que de voir 15 ans après que ce projet inspire encore. Que ce projet inspire encore aujourd'hui avec une nouvelle lecture, avec des éminents professeurs qui se penchent à ce travail qui était pour moi très très humain, parce que pour moi la transmission était vraiment importante. Il fallait que nos jeunes ici, québécois, puissent être en relation avec ces objets. Je vois Malichus qui est là, artiste que j'aime beaucoup. Kando qui a participé, qui est aussi artiste, qui avait participé à certains shootings. C'était un jeune artiste d'origine du Congo qui venait d'arriver. Et bon, je l'ai accompagné un petit peu à ses débuts. Maintenant, c'est un artiste confirmé qui va d'ailleurs exposer aussi à la galerie Éclat. Donc, tout ce côté, vouloir transmettre, amener les jeunes ici à s'approprier. C'est à travers les jeunes, parce que tous les modèles étaient jeunes, y compris d'ailleurs ma fille qui est là à l'époque, elle devait avoir peut-être 13 ou 14 ans maintenant, et, bon, qui a participé aussi, et avec la générosité de Claude, parce que je pense que c'était vraiment un échange de très 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 bons procédés. Donc moi, j'ai offert toute ma collection pendant plus de 6 mois. Ce n'était pas en location,
C'était sans aucune compensation monétaire. Je n'ai jamais demandé qu'on me paye ceci ou quoi. C'était vraiment, et Claude, tout le temps qu'il a passé aussi à travailler, l'interaction qu'on avait eue avec tous les modèles, tout s'était vraiment fait avec la générosité des deux côtés, et c'est ça qui transparaît dans ces photos. Et c'est pour ça que j'insiste pour que les prochaines représentations, qu'on puisse garder au moins le nom de porteur de masque, parce que c'était le nom original, et c'est le nom du projet. C'est comme vous, je ne peux pas décider aujourd'hui de vous appeler, vous avez toujours appelé Gilles, parce qu'aujourd'hui je pense que je suis dans un état, je vous appelle Jean, ou Claude, ou bien Eric. Et donc je voulais quand même qu'on puisse insister, qu'on puisse parler un peu de cette question-là. Allez-y, professeur Bibeau. Non, mais je ne vais pas entrer dans la question de donner des crédits majoritaires à un, minoritaires à l'autre. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai cru aux œuvres de coopération. Par exemple, en sciences, on est porté par toute une série de gens et on apporte une petite contribution. C'est une œuvre collective, un ensemble de personnes qui, ensemble, considèrent que dans une société comme la nôtre, ici au Québec, qui veut se pluraliser, qui veut dans la foi être fidèle à sa propre histoire, à sa propre langue et tout ça, mais qui doit avoir ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, un nationalisme inclusif, donc qui va forcément changer la racine et faire autre chose. Donc, c'est des œuvres où on peut avoir un artiste, un poète, un anthropologue, un spécialiste des objets africains qui a amené une magnifique collection ici. Donc, je réinsisterai, plutôt que essayer de départager en détail, c'est une œuvre de collaboration. Maintenant, les noms, vous avez raison, c'est extrêmement important, cette question de garder les noms, puis je suis assez d'accord. Vous savez, comment est-ce qu'on a conquis le territoire? Et ça commençait avec... c'est les toponymes. Il suffit de changer le nom d'un endroit, et puis voilà, et il est à nous, à ce moment-là, on se l'approprie. D'accord pour ça. Docteur Samy. Excusez-moi, est-ce que, je vais faire un peu l'avocat du diable, est-ce que le collectionneur n'est pas en quelque sorte l'antithèse du porteur de masque? Dans le sens que le début de la désacralisation du masque est justement de le séparer de son porteur. Le masque en soi porte très mal son nom parce qu'en fait, le masque est en fait son contraire. Parce qu'il ne cherche pas à masquer, ce n'est pas un déguisement. Le contraire du masque, c'est le déguisement. Dans le sens que le déguisement, on se cache derrière, tandis que le masque, en fait, c'est le contraire du masque. Il révèle. Et le porteur du masque, c'est la personne qui infuse la vie au masque. Et c'est ça le mystère. Et je pense qu'il n'y a pas de sacré sans mystère. Cette conversation m'a fait penser à une visite que j'ai eue au musée Jacques Chirac à Paris, qui est un musée anthropologique, finalement, je ne sais pas comment c'est probablement, où il y a plein de masques, et puis, mais ils sont, comme tu l'as si bien dit dans ton poème, ils sont endormis, ils sont anesthésiés, ils sont... Alors que la peinture, elle reste vivante. Je collectionne des peintures et puis je continue à dialoguer avec elle. J'ai 2 masques africains après un voyage que j'ai fait en Afrique et je suis triste quand je les vois. Ah, merci.
Et j'ai une certaine tristesse, parce que, je ne sais pas, mon petit enfant me dit, le monsieur est fâché, mais il y a quelque chose de bon. Donc, c'est pas du tout le même rapport, parce qu'ils sont supposés être vivants, ils sont supposés être sacrés, et là, ils sont sclérosés, ils sont mis, ils sont... alors, est-ce que... Mais par contre, votre collection nous permet d'être ici et d'en parler, donc je ne suis pas contre, mais est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un mal nécessaire? Merci. Je pense que je vais commencer. Je pense que M. Bibo pourra enchaîner quand même après. Oui, en fait, c'est ces objets-là d'abord. J'ai un jeune étudiant qui a un doctorat en histoire, justement, qui est en train d'écrire, qui est en train de faire une thèse sur l'invention de l'art africain. Et c'est pas nouveau, mais c'est l'invention de l'art africain, c'est-à-dire que l'art africain, comme on le connaît aujourd'hui, Monsieur Bibo pourra sans doute le confirmer, a été, disons, inventé à la fin du 19e siècle par surtout les Occidentaux qui aimaient ces objets-là. En fait, souvent, c'était des objets qui étaient soit vivants ou même des objets qui étaient éphémères. Après une certaine utilisation, ça ne servait plus à rien. Et face à l'esthétique de ces objets, les Européens ont commencé à les amener, à créer des cabines des curiosités. Et c'est même la naissance, si on peut dire entre guillemets, la naissance de l'art africain comme le monde occidental le pense aujourd'hui, est vraiment une émanation qui vient de l'extérieur de l'Afrique. Donc les marques, comme on le voit ici, comme il y a dans ma collection, ce sont des objets qui sont morts. Ça, vous avez tout à fait raison. Ils n'ont pas été conçus comme on les met pour mettre sur un piédestal avec une petite lumière, cartel et tous les discours qui va... Ils sont supposés danser. Ils sont supposés danser, mais il y en a d'autres aussi qui étaient vraiment éphémères, qui étaient faites pour une circonstance bien précise, et puis après, ça ne valait plus rien. C'était un morceau de bois comme un autre. Et puis parler aussi du masque africain, de l'art africain, ça peut être un peu réducteur parce qu'en Afrique, il y a 2000 cultures différentes et qui vivent dans des environnements qui sont complètement différents. Ceux qui vivent dans le désert n'ont pas le même rapport à l'art ou à la création que ceux qui vivent dans la grande forêt, très humide, très verte, etc. Donc, déjà en partant de ça, et puis évidemment, l'émigration, la colonisation, l'esclavage, etc. Donc, le masque africain, comme on le dit, comme le monde occidental, comme nous-mêmes on le dit, parce que je veux pas, je suis très occidentalisé, veux pas, le masque... Grande confession. Oui. Confession. Oui. Et donc, le fait de pouvoir le partager justement avec les autres, mais moi, je tiens quand même je suis messager, mais aussi je suis peut-être un gardien dans le sens que je veux que ces objets-là soient traités quand même avec un certain respect. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup au récit. J'essaie toujours d'apporter des petites précisions par-ci au récit pour qu'il y a quand même que le contexte soit même respecté. Oui. Alors, je tiens à souligner, là on parle des masques africains, des masques d'Afrique. Dans le dialogue, sinon la dialectique entre l'Afrique et l'Occident. Et je rappelle à l'auditoire quelle est la source même du cubisme chez Picasso, Braque et d'autres, c'est justement les masques d'Afrique. Gabriel Cuny. Moi, c'est une question pour Guy. Est-ce que tous les masques ont un rapport sacré dans leur origine ou dans quel contexte ils sont utilisés normalement? C'est quoi Est-ce qu'il y a d'autres, comme vous avez mentionné des contextes éphémères, dans le concret, c'est où? Puis aussi, d'où est-ce que ça vient, la collection vraiment on a dit le Congo, est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest
un peu plus précis géographiquement? Bon, il ne faut pas qu'on oublie, on est là pour la photographie, mais bon, je vais quand même répondre à votre question. Il ne faut pas qu'on se perde. Les marques ne sont pas tous sacrées. En fait, il y a un certain, disons, il y a eu un certain, bon, en parlant des anthropologues de la fin du 19e siècle, il y avait aussi le fantasme de l'Afrique lointaine, de l'Afrique sacrée, etc. Mais avec les études bon, qui ont été faites depuis, qui sont beaucoup plus poussées, qui sont maintenant faites par les Africains, parce que souvent la plupart des études africaines jusqu'à la fin peut-être des années 60, c'était souvent fait par les non-africains. Et la plupart des publications aussi, mais maintenant il y en a de plus en plus. Et donc non, tout n'était pas sacré. Il y avait par exemple des masques qui étaient vraiment des masques de divertissement. C'était pour amuser la galerie. Ça c'est plus, on peut avoir en Afrique australe, Zimbabwe, Malawi. Il y a comme une tradition qu'on appelle des Mugulewamkulu. C'était des masques qu'on a créé à chaque année en fonction des événements. Il y a de nouveaux masques. Il y a même eu, quand Madonna avait adopté des enfants là-bas, on a créé un masque Gulewamkulu du nom de Madonna. Donc, c'était des masques vraiment de divertissement. Il n'y avait rien de sacré là-dessus. Mais il y a une certaine littérature qu'on peut mettre en doute, où il y avait plutôt des fantasmes de ces explorateurs aventuriers qui racontaient un petit peu qui racontaient un peu leurs fantasmes, mais il y a quand même depuis une cinquantaine d'années, il y a eu quand même dans presque toutes les grandes universités, il y a eu des thèses qui sont penchées sur ces questions-là, et que, pour faire une réponse encore plus courte, ce n'est pas tous les masques qui sont des objets sacrés. Voilà. On a plusieurs questions, mais je tiens à souligner, Monsieur Guy Moucheradoucha, vous avez fait une ligne de démarcation. Jusqu'aux années 60, les Occidentaux parlaient des masques et de l'art africain. Et pour cause, puisque depuis les années 60, 1960, ce sont les mouvances de libération africaine qui s'installent. Monsieur, et vous êtes... Merci de votre présence et de votre question. Oui. La question s'adresse à l'anthropologue et aussi au collectionneur. Il a parlé tout à l'heure du type d'art et de masques qu'il collectionnait. Et ma question se focalise tout plus précisément sur le masque rituel. Rituel. Je veux savoir comment le masque rituel, en contexte post-colonial et diasporique, agit-il comme opérateur symbolique de continuité ontologique, tout en devenant un espace de négociation, voire de tension entre mémoire ancestrale, subjectivation contemporaine et modernité globale. Misère, c'est un académique. Quand on parle d'ontologie, qu'on parle de Heidegger, alors d'abord, professeur Bibot. Ce n'est pas rien comme question. D'abord, ce que je dois dire, pour avoir travaillé dans un musée national à Kinshasa, au moment des indépendances, chacun des pays s'est donné des musées nationaux. Ça a été assez extraordinaire pour réaliser que dans le cas du Zaïre de l'époque, Tervuren, le musée d'Afrique centrale, à côté de Bruxelles, contenait énormément de choses. Et il y a eu tout un processus de négociation pour les retours. Et c'est en train de se faire un petit peu partout. Il y a des retours. Pour ma part, je pense que les masques doivent circuler. Ce n'est pas parce qu'ils ont été produits à tel endroit qu'ils ne voyagent pas. Nous sommes dans des mondes de communication et c'est une très très bonne affaire.
il y a des circuits commerciaux aussi. J'ai vu des masques absolument incroyables qui partaient sur New York, des masques Cuba, par exemple, qui se vendaient 10 000, 15 000 dollars là-bas. Donc, il faut être souple, il ne faut pas être plus catholique que le pape et dire tout doit retourner en Afrique parce que ça a été fait dans l'Afrique. Non, ça doit circuler comme les œuvres occidentales passent là-bas. Maintenant, ta question, la perte du sens, comment redonner du sens? C'est vrai que les masques rituels sont pris dans un réseau de signification. Ils sont pris dans un réseau de signification avec des pas de danse particuliers, avec une musique particulière, etc. Quand on les déracine, est-ce que nécessairement on perd le sens? Je dirais pas nécessairement. Pas nécessairement. La symbolisation existe et on peut projeter du sens même lorsqu'un masque a quitté son ancrage initial. Mais il y a des dangers de perte. C'est pour ça que le mot endormi est important. Et est endormi, il n'est pas mort. Il peut se réveiller. Et il y a des conditions de réveil. Je pense que ce que Claude a fait, il a réveillé des masques. Il a réveillé des masques. C'est pas rien, ça. Ah oui. Ça, c'est cette fois. Il leur a donné vie. Et lui, il les gardait s'il les avait gardés dans sa collection uniquement. Et éventuellement, en vendant quelques-uns, ça se ferait. L'endormissement aurait continué. J'aimerais rebondir sur un autre point. Professeur Bibeau, Guy Mouchakolucha, vous disiez que votre fille est dans l'auditoire. Oui, elle est A. Et j'aimerais continuer sur le même sujet. oui, et j'enchaîne. L'art comme phénomène collectif. Alors, vous allez voir chez Éclat Art Contemporain, dès samedi, l'exposition Rituels et Avatars d'Afrique, les photos de Claude Gauthier, les tableaux de Julien Loubanda Candelo, et là je fréquente son atelier depuis la fin décembre, et je me rends compte à quel point l'art, mais quelle ironie, l'art est familial. C'est toujours une question de la famille, du collectif, du village. Je vous invite à en parler. Je me rappelle plus bien de votre question. Pouvez-vous la répéter, hein, monsieur? Qui était très académique, là, la question qui est très universitaire. Hein. Oui, je suis anthropologue. Mm-hmm. Ah, d'accord. Okay. La question, c'est de savoir les masques rituels que ont été transportés et collectionnés par exemple ici au Canada. Est-ce que on peut dire que ces objets-là, ces masques-là, c'est vrai, il y a une tension entre, comprenez ce que je veux dire, comme en tant qu'Africain. Et aussi, le côté de désacralisation. Est-ce que ça garde son sens vraiment de masque rituel? Parce que quand on dit masque rituel, vous, en tant qu'Africain, comment on sait de quoi s'agit-il? Mais quand vous prenez quelque chose comme ça, vous avez ici, avec tout ce qu'il comporte, comment ça se passe la négociation? Comment est-ce que ces objets, ces masques, Okay. Ouais. Non, je comprends. Est-ce que cette tension est entre l'individu et la famille, entre l'individu et le village, entre l'individu et le collectif? La tension, c'est surtout plutôt le collectionneur, celui qui
qui fait déplacer ce masque. Ah, le déplacement du masque. Ouais. Rituel. Alors il y aura tension, effectivement, contre lui. Et même le masque rituel, et aussi tension avec le village, ou avec cette communauté. Merci. Ok. Hier, j'ai eu le privilège de participer à un colloque qui était ici à l'UQAM. C'était sur justement les pratiques des réparations au niveau des communautés noires et des Premières Nations. Pour moi, toute ma démarche en tant que collectionneur au départ, c'était vraiment dans cette logique de pratique des réparations. On va y aller maintenant, disons, de façon terre à terre. Dans ma famille, d'abord, on a été des marchands de masques. Je suis de la deuxième génération, des gens qui ont vendu donc des objets. Donc, et avec le recul, c'était une façon de réparer de certains torts économiques parce que, en vendant ces objets-là, bon, on se faisait de l'argent. Et je dois dire, à mes débuts, j'aime utiliser le mot des singés, c'est-à-dire j'ai singé toutes les publications des grandes maisons de vente aux enchères, donc Christie's, Sotheby's. J'apprenais par cœur comment est-ce qu'ils décrivaient leurs objets. Et moi, quand j'allais vendre, comme entre guillemets, ma salade, pour avoir le meilleur prix, et souvent les gens me prenaient pour quelqu'un de très, très savant. Mais ça, finalement, était quasiment... Ça a quand même été une bonne école, parce que j'apprenais ce que... et puis quand je regarde tous les noms qui ont publié dans ces magazines-là, il n'y avait pas un seul Africain qui décrivait ces objets-là, et toutes les provenances n'étaient quasiment pas africaines. Alors moi, pour essayer d'obtenir un prix, donc je m'insérais dans cette mouvance. Je n'y croyais pas, mais mon but, c'était de pouvoir avoir des sous. Donc, et plus tard, ça c'est bon, ça c'est sur une trentaine, une quarantaine d'années. Plus tard, évidemment, en lisant, et puis après je commençais à m'abonner à Tribal Art Magazine, etc. Donc, je m'éduquais tout en faisant mon travail de marchand, jusqu'à ce que je commence à comprendre que rien ne vaut l'authenticité et rien ne vaut la transmission. C'est sûr que j'étais peut-être déjà un peu plus à l'aise financièrement, parce qu'il faut le dire aussi, quand tu ne peux pas manger, tu es obligé. Mais, non, mais non, et là, je commençais à regarder ces objets d'une autre façon. Donc, le fait de pouvoir collectionner les objets, pour moi, j'ai essayé d'abord, sans pour autant le savoir, d'utiliser, disons, des termes, des expressions que beaucoup d'universitaires utilisent aujourd'hui. Mais moi, par survie, je m'appropriais déjà le narratif de façon très, très, très imparfaite, mais je me l'appropriais pareil. Et il y a des collectionneurs qui m'ont acheté des vases qui a 30 ou 40 ans et qu'on a gardé une bonne relation qui a évolué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à continuer la relation même avec leurs enfants. Donc, quand on parle maintenant que de nos communautés, on doit se réapproprier notre narratif. Moi, c'était vraiment par la force de choses que je prenais ce narratif et je le faisais mien. Évidemment, ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre aussi plein d'autres choses, ça m'a fait rencontrer d'autres gens. Donc, pour répondre à votre question, oui, ces objets-là, ça perd leur sens originel, mais nous, quand on parle de pratiques réparatrices, justement, ces masques-là, souvent, quand on les représente de façon géographique, à l'Afro-Musée, ça permettait aux gens, aux visiteurs, de comprendre ce que je disais tout à l'heure, cette diversité ethnique qu'il y a en Afrique, cette diversité d'environnement. Donc le masque, c'était vraiment le prétexte à aborder vraiment l'éducation populaire de façon très, très, très simple.
Voilà, donc si je peux... Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Ça va, prof. Pardon? J'ai dit ça va. Ça va, bon, on pourra continuer après, sinon on pourra monopoliser. Le sens et la plaque tournante. On va revenir, mais le révérend Cormier avait une question. Peut-être que c'était la question qu'il ne fallait pas poser. Donc, Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. non, c'était dans le cours de la discussion. On continuera plus tard. D'accord. Alors, Guy Moucha-Galoucha, quand vous parlez du sens, moi j'ai regardé les photos de Claude Gauthier, j'ai quelques connaissances des masques, et je me suis dit, mais là c'est un projet de recherche en sémiotique. Signe, symbole et sens. J'avais l'impression que ces masques, ces photos de Claude Gauthier, ce sont autant d'images sémiotiques. Qu'en diriez-vous, professeur Bibeau? Oui. Bien sûr, c'est des systèmes de sens qui sont accrochés dans toute une série là, d'éléments très très complexes qui vont juste dans une cosmologie, une vision du monde, une vision de la vie, une philosophie. La vie. Les peuples africains, c'est des peuples où l'idéologie centrale, mon domaine c'est l'anthropologie médicale, c'est la fécondité. Donc que la vie se poursuive. Dans les masques, dans des cultes de fécondité par exemple, dans des dizaines de peuples, les Dembu, on le trouve chez les Yoruba, on le trouve de tous les côtés, les masques vont être extrêmement importants, ils vont avoir avec comme fonction, notamment, de dire que les enfants qui ne sont pas encore nés vont apparaître. Les ancêtres nous donnent les enfants, les ancêtres. Et on danse pour qu'ils nous donnent des enfants. La fécondité qui est tellement importante. D'ailleurs, sur le corps humain, pour l'Africain, les liquides sont extrêmement importants. L'ensemble des liquides dans le corps humain, et du côté de la femme et du côté de l'homme. Alors, on a tous ces éléments-là qui sont chargés d'un sens fondamental qui donne la raison de vivre, qui donne une métaphysique, qui se distribue dans tous les textes de sagesse, c'est-à-dire dans les proverbes, dans les contes, c'est le système philosophique qu'il y a. Oui, c'est un vaste réseau sémiotique, un réseau de sens. Et c'est pour ça que lorsqu'on migre, lorsque la personne arrive et qu'elle doit faire sens de quelque chose qui est attaché à la mémoire du passé, à sa famille, et il doit le retransformer, je dis, il doit métisser. L'Afrique, si elle a survécu, attaquée aussi massivement, si on peut dire, par le monde occidental, par les pays colonisateurs, c'est en refusant d'abdiquer sur ce qu'ils avaient, mais en acceptant l'autre et en métissant les choses, en les tricotant, en quelque sorte. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et celui et celle qui tricote le plus, ben c'est celle qui s'est envenue dans l'autre pays, qui est obligée donc de continuer cette stratégie. Lorsque les cultes de fécondité, ils n'ont plus la même chose, le même sens ici. D'ailleurs, ça serait bon que le Québec ait un petit culte de la fécondité, puisque nous avons pour le moment 1,2 naissance, le Québec s'en va comme ça. S'il n'y a pas d'immigration, ça va rapidement disparaître, mais il n'y a pas, les masques ne sont pas liés qu'à la fécondité, ils sont liés à toute une série de festivals, par exemple. Puis il y a beaucoup de masques qui ne sont absolument pas, c'est pour le jeu. Et on se travestit aussi. Les masques feuilles, par exemple, qui sont tout à fait extraordinaires. Mais fondamentalement, le masque est lié à deux forces de la nature, les forces telluriques, les forces de la nature, de la terre, et la deuxième, la très grande force, la succession des naissances et
tous les rituels qui se mettent en place et qui utilisent des masques vont être vraiment enracinés dans ces deux choses-là. Là, c'est absolument, absolument fondamental. Oui, c'est des beaux systèmes de sens. Et quand on traverse l'océan et qu'on s'en vient, eh bien, on est obligé de recomposer ça. Mais moi, j'ai toujours utilisé, et là, je vais aller très, très vite, je vais utiliser 3 mots. La dette, le don et le pardon. La dette à l'égard des ancêtres. Celui qui est rendu ici, il a une dette. Il est un endetté par rapport à ce que ses parents, ses ancêtres lui ont donné, et il doit. Et il est coincé dans la nécessité de transmettre, donc le don, à sa descendance. Et qu'est-ce qu'il va transmettre? Est-ce qu'il va transmettre la culture où il a abouti, ou est-ce qu'il va aussi transmettre, il va trahir en quelque sorte? Il est coincé entre cela. Et c'est pour ça qu'arrive le pardon. Il est obligé de s'auto-pardonner en quelque sorte pour ce qu'il fait. Mais c'est le retricotage des systèmes de sens et la capacité de faire revivre un masque endormi. Et là, Claude, il a bien réussi, puis je veux l'entendre, je veux entendre sa voix aussi. J'ai une question. Oui, mademoiselle Seine. Vous êtes-vous demandé la raison pour laquelle nous avons mis tant de temps, tant d'années, tant de décennies pour ne pas restituer les masques, les objets d'art de chacun des pays d'Afrique. Donc si la raison pour laquelle ça n'a pas été restitué, c'est parce que je peux bien dénoncer qu'il s'agit d'une énergie qui a été transposée pour peut-être favoriser un certain standing, une certaine, je dirais, appropriation d'une identité qui normalement n'aurait pas dû voyager. Puisque c'est les masques, justement, c'est des masques d'origine africaine qui sont la source d'un peuple et qui devaient être respectés. Alors, je me demande la raison pour laquelle ces masques n'ont pas été restitués jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors pouvez-vous m'expliquer la raison pour laquelle? Monsieur Lelucha. Oui. Il y a d'abord des raisons, je pourrais dire, pratico-pratiques. Comme tu le sais, les États africains d'aujourd'hui, ce n'est pas l'émanation des Africains. Et pour te donner par exemple, disons un objet qui vient du peuple Yoruba, les Yoruba maintenant il y en a au Bénin et au Nigeria. Si on doit restituer cette œuvre, on la donne au Bénin ou au Nigeria? Ça c'est la première des questions. Et ça c'est une question qui est très très simple. Il y a par exemple des peuples Tchokwe qu'il y a au sud de la RDC. Les Tchokwe sont en Zambie, en Angola et dans le Congo actuel. Bon, c'est un peuple qui est quand même encore assez uni, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a eu des conflits, parce que maintenant les uns parlent portugais, les autres parlent français, et quand il y avait des problèmes plus économiques du côté congolais, les autres ne voulaient pas laisser rentrer les autres, et puis quand on trouvait un Tchokwe qui parlait le français, on le ramenait au Congo Manu Militari, alors que c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes traditions. La plupart des objets, ils ont créé des collections magnifiques qu'on peut trouver dans tous les grands musées au monde. S'il y a restitution, à qui on va le donner? Parce que les États-nations, si on devait vraiment revenir, disons, aux États-nations avant 1985, on peut avoir plus de 2000 nations en Afrique aujourd'hui. Donc cette restitution, d'après moi, il faudra trouver maintenant, je n'ai pas la recette parce qu'il y a plein de personnes, des intellectuels, des avocats, ils s'en font plein d'argent d'ailleurs, pour essayer de réfléchir sur ces questions-là. Les États les engagent, les musées engagent, il y a plein d'avocats qui ont beaucoup de travail pour cette question de restitution, mais trouver la bonne formule à qui restituer. Dans certains cas, c'est très très clair, c'est facile dans le sens comme par exemple l'Institut des musées nationaux du Congo maintenant, où M. Gilles Lubois avait travaillé, qui est l'Institut des musées nationaux du Zaïre, qui devait normalement être un réseau de musées.
était en négociation. Il y a même eu un moment donné, mais ça va aussi avec la gestion du pays. C'est pas toujours rose partout en Afrique. À un moment donné, il y a même des objets qui ont été restitués, mais qui ont été revendus aussi par le personnel même qui était censé les garder. Parce que c'était des objets qui étaient prisés au niveau international. Donc, c'est arrivé au pays, et puis en ce moment, on voit 5 ans plus tard, le jeu a disparu, mais on sait que ça tourne dans telle collection en Suisse ou je ne sais pas où. Donc, la question de la restitution, c'est une question qui est très complexe, mais aussi, je dirais, il y a les diasporas africaines qui sont importantes de plus en plus. Eux aussi, je dirais, ils ont droit à leur part. Et moi, faisant partie de la diaspora, je me dis, moi, je l'ai fait à titre privé, et je me dis que ces collections-là, et j'essaye d'ailleurs, même j'avais commencé un projet de répertorier toutes les grandes collections où on peut trouver les objets africains pour pouvoir les mettre en valeur, justement. Je me dis, au lieu de me battre pour que ces objets-là retournent en Afrique, que c'est très très complexe, c'est presque insoluble aujourd'hui, parce que la plupart de ces États-là n'existent pas, ou alors ils existent, mais subdivisés entre les nouveaux États maintenant, donc c'est impossible. Mais par contre, nous qui étions de la diaspora, on doit avoir ce sens moral de toutes ces collections-là, d'en faire quelque chose, je peux dire, qui a du sens au moins pour nous. Et comme je le disais, encore je vais peut-être me répéter, moi au moins, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'à partir de ces objets, on engage des discussions, comme on est avec Claude, on recevait beaucoup des enfants des écoles primaires, des écoles secondaires. Juste une petite parenthèse, et puis après je vais arrêter. À un moment donné, on avait une école de Farnham qui venait souvent donc, à l'Afro-Musée pour une visite scolaire. Et un petit garçon était tombé sur un masque du Gabon qui lui avait sans doute inspiré. Mais l'année d'après, quand il est venu, le petit gars, il connaissait tout le Gabon, mais c'était incroyable. Il connaissait les rivières, les ethnies. Donc, il dit oui, et puis avec la photo, il montre la photo où il est avec le masque. Et donc, tu vois, c'est des clés. Des fois, on ne sait pas quelle porte ça va ouvrir la clé, mais au moins, nous qui étions dans la diaspora ici, je dirais, pour moi, c'est une fausse bataille. C'est une bataille qui est presque perdue de se battre pour la restitution. Mais par contre, de se réapproprier le récit, ça, oui. Ça, c'est, je dirais, pour les gens de la diaspora, ça doit être notre responsabilité. Parce qu'avant, ces objets-là ont servi à les anthropologues de notre époque qui, eux, se donnaient le droit de dire, par exemple, le Malien, je vois mon ami Kafouné qui est là, que le Bambara, il respire comme ça, il marche comme ça. Non, mais maintenant, nous, on a cette responsabilité de pouvoir au moins avoir le récit. On dit oui, ça vient du Mali, de Ségou, ou je ne sais pas de quelle contrée, je sais pas, de Kita, ou de quelle contrée du Mali. Au moins qu'on puisse donner quelque chose, que les gens puissent apprendre quelque chose à travers ces objets-là, mais retrouver leur sens originel ou original. Et puis la question de la restitution, pour moi, on devrait mettre nos efforts et notre intelligence ailleurs que sur cette question-là. Ça, c'est une opinion personnelle qui ne fait pas du tout l'unanimité. Ça, je suis d'accord avec ça, mais ça, c'est ça mon point de vue personnel. Alors, je tiens à dire à l'auditoire que l'autre artiste de l'exposition Rituels et Avatars d'Afrique, Julien Lubanda Kandolo, ironiquement, aura une résidence au Bénin l'automne prochain. Oui. Et c'est très intéressant quand vous soulevez cette question d'État-nation. Le nationalisme qui a donné naissance à ces mouvances de libération en Afrique à partir des années 60. Dans quelle mesure est-ce que le concept d'État-nation est foncièrement occidental qu'on impose sur la réalité africaine multiple? L'État-nation, et ça je le dis en tant que spécialiste sur le nationalisme, qui est un concept plutôt occidental. L'autre chose qu'il faudrait souligner,
mais vraiment terre à terre, c'est sur le plan démographique. Mesdames, Messieurs, le taux de natalité en Occident est si bas qu'on se pose des questions sur l'avenir de l'Occident. Et en Chine, cette question se pose maintenant aussi. Or, actuellement, sur le continent africain, 70% de la population de tout ce continent a moins de 30 ans. J'ai une barbe blanche. Le professeur Bibot a des cheveux blancs. Quel est l'avenir de l'humanité avec des barbes blanches, avec des cheveux blancs? L'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Son berceau aussi. Comment? Son berceau aussi. Ouais. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. Mais Sous un jour paléontologique, avec Thierry Tailleur de Jardin. oui. Juste un petit mot sur l'incroyable diversité culturelle, linguistique de l'Afrique. C'est absolument fascinant. Vous savez que je parle à peu près 7500 langues sur notre planète. Donc, sur 7500, il y en a un peu plus que 4500 qui se parlent en Afrique. On a parlé du Congo, on compte autour de 500 langues différentes. Cependant, il y a des familles. Les langues bantoues, il y a 500 langues à l'intérieur des langues bantoues. Là où j'ai travaillé sur une langue que j'ai décrite, la Grande-Mère, parce qu'il n'existait pas, Adamawa oriental, c'est une petite famille d'une vingtaine de langues, mais une diversité absolument incroyable. Et ça va me permettre de faire le lien avec quelque chose d'extrêmement important que vous avez dit. Lorsque la grande mission Dakar-Djibouti va ramener à peu près 80 000 pièces africaines au Trocadéro, qui va devenir le musée de l'homme. Et c'est la base de la collection. Juste par exemple en passant sur la colline, sur la falaise de Bandiagara, chez les Dogons, et ils ont pris à peu près 2000 pièces de très grande valeur, des masques formidables et tout ça. Et vous avez dit, comme ils étaient investis de force et d'énergie, et qu'ils sont passés dans les musées occidentaux, est-ce que ce n'était pas une dévitalisation de l'Afrique qui se produisait à ce moment-là pour eux-mêmes une augmentation de leur propre potentiel à tout point de vue? Mais oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Même si les masques s'endorment quand ils arrivent au musée de l'Homme ou au Quai Branly ou au musée d'Afrique centrale de Tervuren ou ailleurs, tous ces musées d'Afrique des anciennes nations coloniales, que nous connaissons bien. Et là, je vais aussi partager un tout petit peu, s'il y a un rapatriement, il y a une commission qui a été nommée, donc Felvin Sarr a fait tout un gros document récemment là-dessus. Il faut que ça se fasse avec beaucoup, beaucoup d'attention. Mais incontestablement, il y a eu, je crois, moi, trois lignes parallèles. La première, c'était l'esthétique des objets. On trouvait ça tout à fait extraordinaire. C'était un art nouveau qui va nourrir un peu tout le monde. Vous avez parlé du cubisme, mais les grandes statuettes allongées vont aussi nourrir un autre courant de l'esthétique sculpturale occidentale, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je crois que on s'est aperçu qu'avec la multiplicité des cultes, les cultes de possession par les esprits, Zébola, etc., il y en a des centaines. On va travailler avec les guérisseurs et on va voir à quel point c'est... Et chacun avait ses propres, véritablement... Et les gens étaient fascinés par, je dirais, la richesse sacrée, une diversité absolument incroyable. Et arrivait à l'autre bout, ce que vous avez appelé l'animisme, cette idée que la vie, véritablement, elle est là,
Et peut-être que le monde occidental s'est revitalisé à travers toutes ces années de colonisation à travers l'Afrique. Ça, vous avez tout à fait raison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont essayer de retenir, les objets. Je crois qu'ils seraient prêts à les envoyer. Il faut que les conditions d'accueil soient là, et ce n'est pas toujours possible, incontestablement, parce que toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais que les masques de voyage, c'est important. Il ne faut pas qu'ils retournent tous en Afrique. Il faut qu'on en ait ici. Ça, c'est absolument pour moi essentiel. Et sinon, on est tous... Mais faisons une culture autour du Québec ou autour du Canada et que le Zaïre, le Congo, fasse aussi... Non, il faut que ça communique. Ça, c'est très intéressant. Vous parlez de voyager, que les masques voyagent. Évidemment, d'emblée, je pense à D.W. Winnicott qui lui parlait des objets transitionnels. Est-ce que le masque africain constitue un objet transitionnel qui nous permet, et c'est mon propos en tant que spécialiste en sciences des religions, que les arts créent un espace transitionnel entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors, Monsieur Sheridan. Oui, depuis tantôt, on dit que les masques, une fois qu'ils sont dans une collection, ils sont endormis ou ils sont morts. Pas morts, endormis. Endormis, bon. Est-ce que le collectionneur ne devrait pas se limiter, seulement à l'objet lui-même, mais à tout ce qui l'entoure, tous les artefacts qui entourent? On a parlé de musique, on a parlé de danse, on parle de... J'imagine qu'il y a une histoire à documenter. Et puis, est-ce que quand on collectionne un masque, on ne devrait pas s'imposer d'attacher tout ça avec l'objet qu'on collectionne et que ça suive, que ça voyage dans différents musées, que ça retourne en Afrique, mais que tout cet ensemble-là devrait être gardé comme un tout. Placer le masque dans son contexte. Exactement. Voilà. Allez-y. Je pense qu'il y a d'abord une distorsion au niveau du sens. On va commencer déjà par ça, parce que la plupart de ces objets, c'est vrai que le monde occidental était fasciné par le masque, mais il y a plein d'autres objets aussi, des collections, ça peut être des tissus, ça peut être des objets en métal, etc. Et généralement, les masques, comme on peut voir dans les photos ici, il faudra peut-être qu'on revienne aussi à la photo à un moment donné, dans les photos ici avec Claude, et que ces masques-là faisaient partie d'un ensemble, en fait, c'était un costume, en fait. Mais la plupart des autres objets, c'était souvent des objets qui étaient plus très facilement périssables. Mais la thèse de mon jeune frère qui fait son doctorat sur l'invention du masque par les Occidentaux, justement, c'est l'invention de l'art africain par les Occidentaux. C'est ça. Parce que le masque, en fait, il n'était pas seul. Maintenant, on le voit bien sur un piédestal avec une lumière, etc., explication, etc. Mais en fait... Le masque mystifié, en quelque sorte. Ou démystifié, je considère démystifié, ça devient comme un objet esthétique, alors que c'était un objet utilitaire. C'est ça. Et alors que c'était un objet utilitaire qui faisait partie, j'ai dit encore, d'un costume. Par exemple, il y a un peuple, les peuples Pouno du Gabon, eux, quand ils portaient leur masque, c'est un grand costume où il y avait peut-être une trentaine de masques qui étaient dessus. Mais maintenant, les gens, ils collectionnent ça de façon individuelle. Et donc, je vais dire, avec le temps et l'espace, ces objets-là, qu'on le veuille ou non, prennent un nouveau sens. Ils s'adaptent à des nouvelles réalités. Et c'est correct aussi parce que le monde évolue. Et puis, bon, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas vivre comme mes arrière-grands-parents. Et les objets, même les objets qui m'ont légué,
je ne suis plus dans le même contexte, je vis dans un appartement, je ne vais pas aller faire des rituels ou des libations dans la forêt. Bon, je peux aller sur le Mont-Royal, c'est à côté de chez moi, mais c'est pas le... Vous voyez un peu, c'est... Donc, on s'adapte en fait, ça évolue et c'est qui est tout à fait normal aussi. Docteur Samy avait une question. Je voudrais juste rebondir sur le commentaire d'Annie et de M. Ferdinand. On dit que les pyramides sont en Égypte parce qu'ils étaient trop lourds pour que les Britanniques et les Français. Ça, c'est... C'est pour ça qu'ils sont en Égypte. Ils sont restés, mais oui, c'est ça. Oui. Je crois que le masque porté dansant n'est pas le même objet que le masque du collectionneur ou le masque qui est dans un musée. Et là, je veux faire une différence entre le symbole et l'équivalent symbolique. Le symbole est une représentation. C'est une représentation de la vraie chose. Tandis que l'équivalent symbolique, qui est un concept de Hannah Segal, une clanienne, psychanalyste clanienne, c'est pas une représentation, c'est l'équivalent de la vraie chose. Et donc, donner vie à l'esprit à travers le porteur du masque, qui donne vie au masque. Le masque devient sacré, le masque devient un mystère, devient quelque chose de sacré, devient quelque chose de vivant, donne vie justement et l'incarnation, en quelque sorte, d'un esprit. Et donc, ça devient, mais ce n'est pas l'esprit lui-même, c'est l'équivalent symbolique. Et donc, on ne parle pas du même objet, on parle de la même chose matérielle, mais le sens de l'objet change tout à fait entre le masque vivant et le masque qui devient juste un symbole. Les masques que j'ai vus, enfin les deux petits masques que j'ai chez moi, les masques que j'ai vus au musée de Jacques Chirac, c'était des symboles. Je n'étais pas en présence de l'esprit, j'étais en présence de l'évocation de quelque chose. Intéressant. Là, on est presque dans, à mon humble sens, dans la théologie médiévale, voire thomiste, entre l'essence et l'apparence. L'essence et l'apparence. Le révérend Cambier. Bon, c'est exactement dans la suite de ce que vous voulez dire. Je vous raconte une petite expérience que j'ai vécue. J'étais à Washington avec un confrère qui vient de chez les Gurunzi. C'est un peuple du Burkina Faso. Il va visiter avec un autre confrère américain un ambassadeur qui avait été en plusieurs pays d'Afrique. Et cet ambassadeur quittait Washington. Il avait toute une collection de masques. Et Barthélemy, mon confrère que je le connais, il dit, mais ce masque, il vient du Burkina et même il vient de mon village. L'ambassadeur qui dit, bon, j'allais quitter Washington, prenez ce masque. Nous l'avons à la maison à Washington, dans notre maison. Et là, on a commencé à faire des recherches. Et c'est là qu'on a trouvé, au musée dont vous avez parlé, Jacques Chirac ou bien Trocadéro, voilà, les arts primitifs d'autrefois, le musée des colonies. Finalement, on a trouvé le même masque, mais exactement le même là, sur Internet. Et c'est une divinité féminine des forgerons. Alors, avec toutes les questions que vous posez là, est-ce que ce masque pris par un ambassadeur en Afrique, est-ce qu'il fait partie du stock qu'on va devoir renvoyer dans le village? Barthélemy, il connaît le masque qui est actif dans le village, qui est vivant dans le village. Et on a fait des recherches, et on arrive à une conclusion toute simple, et c'est ce que vous venez de dire. Je vais le dire avec d'autres mots.
ma science, je suis prêtre catholique et puis j'emploie des mots comme sacrement. Ça ressemble à ce que vous, c'est ce que vous venez de dire, ou la théologie médiévale. Je suis encore de cette époque. Alors, quelle est la différence entre une hostie, un petit pain rond, blanc, très plat, qui ne ressemble pas à du pain, mais qu'on appelle du pain, celle qui est dans la sacristie et celle qui est dans le tabernacle? Pour une souris, aucune différence. Si la souris se trouve devant l'hostie que nous on appelle consacrée, mais pour un croyant, vous voyez toutes les manifestations là, lors de la fête Dieu, c'est très différent. Donc la différence est dans la tête du croyant. Ouais. Et pour le masque aussi, pour terminer là-dessus, nous avons vu que ce masque, il n'a pas d'intérêt dans le village. Peut-être que certaines femmes du village, voyant ce masque, seraient de fait effrayées en voyant la représentation. Mais pour le vrai guérisseur traditionnel, parce que les masques, comme la médecine, c'est tout le temps relié à la religion. Et au Québec, on voudrait que ça soit relié seulement à la culture, mais ce n'est pas la culture. C'est culture et religion ensemble. Alors là, le masque qui est dans le village de Réau, près de Koudougou, ce masque-là, on fait des sacrifices dessus. Il est consacré. Celui qu'on a acheté dans un musée à Ouagadougou, même s'il était exactement physiquement le même, ce n'est pas le même masque. Il n'a pas été consacré. Voyez-vous? Et c'est comme ça que jamais ce masque qui est à Washington n'aura d'intérêt pour les vrais pratiquants de la religion, parce qu'il n'a pas été consacré. Mais il a peut-être été fait par le même sculpteur que celui qui est consacré. Alors, quand vous parlez de Bartholomé, vous faites référence au révérend docteur Basémon, qui est le chef des missionnaires d'Afrique à Washington, D.C., aux États-Unis. Qui étudie en sciences politiques. Exactement, qui enseigne à Georgetown University. Et qui, dans sa jeunesse, a été envoyé de Côte d'Ivoire par son père à son grand-père, qui était un guérisseur traditionnel. Et lui, il a commencé sa formation avec visite dans la forêt et tout ça. Et c'était une formation à la fois, comment on dit, phytologique, qu'est-ce qu'on dit pour les plantes phyto, et en même temps les plantes, et en même temps la religion qu'il y a dessous. Mais tout d'un coup, le grand-père est décédé, et lui, il a pu commencer l'école primaire, et c'est comme ça qu'il est devenu la personnalité qu'il est aujourd'hui, mais il connaît ses racines. C'est donc dire, dans cette mentalité, la guérison est autant spirituelle que biologique. C'est les deux à la fois. Ah oui. Alors, professeur Bibeau. Voulez-vous y aller? Allez-y. Alors c'est pour Claude. Oui, oui, c'est bien. Parce que là, il est trop silencieux. Alors j'ai inventé une question. Ah oui, ben vas-y. Alors, avec la... Ok, vous avez pris la collection, vous l'avez photographiée, du début à la fin. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait et comment ça vous avez évolué à travers ça? Bon, ça c'est une belle question. Alors là, on revient au processus artistique. Et puis peut-être que je pourrais répondre d'abord en mentionnant que j'ai eu le grand privilège dans ma démarche de créateur de rencontrer cette collection-là. Elle est venue vers moi et j'avais un réseau qu'on a appelé les porteurs, qui étaient disponibles pour intervenir. Et cette relation-là a été une très belle relation. D'ailleurs, dans ma discussion de tout à l'heure, j'étais rendu à ça. Qu'est-ce que mes modèles ont retenu de l'expérience telle que moi je le vois? Pas que si eux la raconteraient, ça serait raconté différemment. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu à travers mes modèles, de l'expérience de la rencontre du masque pour une diaspora née au Canada, d'origine possiblement africaine ou haïtienne, qui n'ont peut-être jamais été en Asie, en Afrique, et qui ont été placés face à les masques. Probablement, ils en ont choisi un ou deux ou trois sur lesquels ils ont voulu porter. Donc, tout de suite, là, il y a une personnalité qui s'est exprimée par rapport à ça. Différentes personnes
portait différents masques de différentes manières. Et ce masque-là est devenu un médiateur identitaire. Ils ont comme redécouvert, avec une énergie extrêmement forte, un lien qu'ils ne connaissaient pas, mais qui spontanément ont voulu prendre en main et de s'exprimer à travers le masque. Alors, le corps est devenu une espèce de résonance à l'objet. Et quand j'en parlais avec Gilles, je lui disais, mon modèle a donné vie au masque. Alors, ce qui veut dire qu'ils l'ont réveillé. Les masques de Guy ont été réveillés par l'expérience en studio de documenter l'acte de porter un masque. Et pour moi, les modèles ont eu l'occasion de retrouver, de revivre leurs racines pour le moment que ça a pu durer, parce que ces sessions-là duraient longtemps. Là, des fois, c'était plus qu'une session même. Ça peut être 3, 4, 5 heures de travail pour chaque modèle. Et pour eux, ça a été une façon de communiquer sans avoir à dire des mots en portant le masque. Et c'est ça que j'ai retenu de l'expérience, parce que il y a un cheminement de 6 mois, là, ça a duré. Alors, c'est ce que j'ai retenu de l'expérience, c'est d'avoir vu des porteurs s'investir spontanément, avec énergie, dans ce projet-là, en portant le masque et en exprimant leur personnalité spontanée par rapport à ce que l'objet pouvait leur permettre de communiquer. C'est intéressant, dans le contexte catholique, on parle de Marie médiatrice. Je crois comprendre, Claude Gauthier, que pour vous, les masques sont autant de médiateurs entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, puisque vous disiez sans parler, je vous invite, pendant les prochaines minutes, sans commentaire aucun, puisque là, à toute fin pratique, c'est le dénouement, voir les masques photographiés de Claude Gauthier. D'accord. Je vais sauter. Et on va boucler la boucle, puisque je suis conscient qu'on est à la fin des 2 heures allouées. Alors, je vais passer. Avant de projeter les masques, je vais seulement vous mettre ici le vernissage de l'exposition Rituel et Avatar. C'est le 19 février. De 17h à 20h30 à la galerie Éclat Art Contemporain. Alors, tous ceux qui portent un intérêt aux photos qu'on va regarder, je vous invite on va continuer à parler. Soit au vernissage ou entre la période d'exposition qui va du 14 au 27 février, à venir visiter les masques. Également, ce fameux opuscule qui représente une série de photographies, de réflexions écrites sur le projet et offert en vente au prix de 35 $. Vous passez me voir tout à la fin de la réunion pour en obtenir si ça vous intéresse. Et on va aller de ce pas, aller vers une sélection de photos qui vont nous montrer un peu là, de quoi la collection photographique est faite. J'ai besoin de trouver mon écran. Et plusieurs, vous pourriez les voir en personne chez Éclat Art Contemporain dès samedi à midi. Alors voilà, ça c'est l'information sur les masques. Et là, voici, je vais les laisser défiler là, sans nécessairement commenter.
Là, vous voyez, ce n'est pas seulement des masques, c'est également tous les étoffes. Alors, pour boucler la boucle, je tiens à vous dire, vous avez l'opuscule publié, qui est ici présent, que vous pourriez vous procurer avec une dédicace de l'artiste photographe Claude Gauthier, de l'anthropologue poète Gilles Bibeau, qui a composé un poème justement sur les images, et Daniel Musset qui est là, qui a des œuvres qui figurent dans l'opuscule. D'abord, avant tout, merci de votre présence, de votre patience. Pourquoi cet événement? Plusieurs d'entre vous, vous savez que je collabore autant avec des compositeurs musiciens qu'avec des artistes visuels. Quand j'ai vu la première fois les photos de Claude Gauthier qui figurent dans cet opuscule et qui vont paraître, qui seront accrochés chez Éclat Art Contemporain, je me suis rendu compte en quelque sorte que Claude Gauthier, c'est Leonard Bernstein. Croyez-le ou non. J'avais lu une chronique dans Time Magazine. C'était un des derniers concerts dont Leonard Bernstein était chef d'orchestre. Et dans la critique qu'on a publiée, on s'est demandé quel est le génie de Leonard Bernstein. Lors de ce concert-là, il s'est effacé pour créer un lien direct entre l'auditoire et Beethoven. C'était sa 9e symphonie. Et j'ai l'impression que dans les photos de Claude Gauthier, que vous pourriez voir dans l'opuscule, que vous pourriez voir chez Éclat Art Contemporain, il s'agit d'un artiste photographe qui s'efface pour faire connaître les masques d'Afrique. Merci de votre assistance. Peut-être avant de conclure, je vais juste apporter une dernière chose ici par rapport donc à l'opuscule que vous allez voir. Le texte est vraiment très beau, les poèmes sont très forts. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faudra peut-être qu'on corrige pour le futur. Parce qu'en fait, le porteur de masque, j'en suis le concepteur et je n'y apparais presque pas. Et au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un petit peu gênant, mais c'est des choses, j'en ai discuté avec Claude, qui pourraient être corrigées sans doute dans le futur. Parce que non seulement le nom du projet a changé, et moi, on a dû rajouter mon nom parce que j'ai insisté, alors que le concept, comme je l'expliquais tout à l'heure, le concept venait de moi, la collection venait de moi, je dirais même une bonne partie de la direction artistique, c'est-à-dire donner les masques, les objets, les tissus aux gens, tout ça venait de moi et ça, aucune compensation financière. Donc, au niveau juste du respect du narratif et de droit de la propriété intellectuelle, ça serait peut-être bien que... Non, ça serait pas bien, c'est une exigence en fait. Au moins que pour cette publication ici, je vais supporter l'exposition, mais peut-être que quand on republie, et il faudra republier, d'y mettre vraiment les crédits comme il se doit. C'est une reproche que je fais publiquement, mais ce n'est pas dans un mauvais sens, mais c'est parce que je veux justement, tout simplement, que ce qui me revient et ce qui revient à Claude, c'était une belle collaboration, mais on ne doit pas effacer l'un au profit de l'autre, alors que c'était un projet vraiment qui représentait une très très belle harmonie. Donc je m'excuse de le dire maintenant, mais c'est ça qui est ça, et je pense que vous êtes des professeurs, vous devez être très très sensibles à cette notion donc, de la propriété intellectuelle, c'est très important, juste de corriger ça,
Parce que j'ai vu l'opuscule, c'était déjà imprimé. Et c'est une chose que je ne devais pas demander normalement. Mais là, je suis obligé de le demander publiquement. Et en espérant que ça sera corrigé. J'ai beaucoup aimé aussi votre travail, Madame Musée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste, il n'y a rien de parfait dans ce monde. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Et tout est perfectible. Et quand il y a des impairs qui se font, ou des erreurs, ou des omissions qui se font comme ça, si on le corrige, on va continuer à vivre dans un monde, je dirais, dans un monde meilleur. Parce que souvent, les gens, ils ne s'écoutent pas. Et ici, on a une bonne occasion de s'écouter. Et j'en ai parlé déjà avec Claude, il est d'accord. À moins qu'il veuille rajouter autre chose. Claude, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter quelque chose. À la première page de l'opuscule, ici, je vais vous lire le paragraphe, les porteurs de masques. Le corps actuel est une relecture et le prolongement contemporain du projet Les porteurs de masques, œuvre artistique et curatoriale conçue entre 2011-2012 par Guy Mouchagalusa Shigeho, initiateur du projet à partir de sa collection privée de masques africains, et le photographe Claude Gauthier qui en a assuré la réalisation visuelle. Présenté à Montréal en 2011 chez Mouchagalusa Art Africain et au Théâtre Centaure, puis en 2012 à l'Hôtel de Ville, le projet explore le masque comme patrimoine immatériel vivant et fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle lecture artistique respectueuse de cette collaboration. Concept et idée originale, Guy Mouchagalusa Shigeho. Direction artistique et photographie, Claude Gauthier. Alors, c'est écrit, c'est la première page. Alors, je vous invite à demander à M. Mouchagalusa également la dédicace. Et professeur Bibeau. Bon, bon, on va arrêter là. Parce que j'insiste beaucoup pour que ce petit paragraphe soit rajouté. Dire, ça va venir jusqu'à toi, la série de bons. Vous avez parlé... Norman, des objets transitionnels. Quelque chose qui, dans un espace de déplacement, réunit des personnes. Et nous sommes en face exactement de ça dans l'équipe même. Parce que personnellement, je reste absolument convaincu que cette expérience, ce qui s'est fait là, au niveau même de l'équipe, mais surtout par rapport aux gens qui vont venir pendant le mois de l'Histoire des Noirs, venir voir ces masques qui sont là, ça va faire du lien. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de Québécois qui vont être là. Oui, un espace transitionnel, mais Winnicott ajoute sous le regard de la mère. L'espace qui permet donc à l'autre de s'émanciper doit quand même avoir le regard de la mère qui surveille l'enfant pour qu'il n'aille pas trop loin. Si j'ai bien compris, c'est le père. Et c'est aussi le père. Paternité. C'est une paternité qui est partagée, comme dans beaucoup de nos familles maintenant. Et puis, j'espère, personnellement, écoutez, j'ai voulu collaborer parce que j'ai trouvé le projet formidable. Oui. Formidable. Bravo, bravo. Bien.